Il arrive un moment où le silence en dit plus que la colère ne le pourra jamais. Pendant des années, David Hallyday est resté muet tandis que le monde déchirait l'histoire de sa famille. Le fils de la plus grande icône du rock français a vu l'héritage de son père devenir un titre de tribunal et une guerre publique. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé, il a simplement attendu. Mais en 2025, à 59 ans, David a enfin parlé et ses mots ont figé la nation. Ce qui n'était autrefois qu'une tragédie familiale était sur le point de devenir une affaire nationale. Avant de commencer cette histoire absolument extraordinaire, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Le vent de janvier 2025 s'engouffrait dans les rues de Paris comme un riff de guitare saturé, froid et tranchant, faisant claquer les enseignes des kiosques, soulevant des tourbillons de feuilles mortes qui dansaient sur les trottoirs gelés du 8e arrondissement. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux noirs, pressaient le pas sous un ciel bas, lourd, presque théâtral, comme si la ville elle-même retenait son souffle avant le grand final d'un concert mythique. David Hallyday arriva en avance, comme toujours, ponctuel jusqu'à l'obsession, une habitude héritée des studios d'enregistrement où chaque minute compte, où une note ratée peut tout faire basculer. Casquette noire enfoncée jusqu'aux sourcils, une casquette usée qui avait vu plus de nuits blanches que de tapis rouges, chemise ouverte sur un torse marqué par les années, par les accords répétés jusqu'à l'aube, par les silences imposés et les regards fuyants. Ses yeux bleus hérités de Sylvie Vartan, mais assombris par le poids d'un nom qu'il n'avait jamais choisi, scrutaient la pièce avec une intensité tranquille, presque méditative. Il s'assit dans un fauteuil en cuir craquelé, face au journaliste du Figaro Magazine, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes rondes, à la voix posée, habitué à interviewer des présidents et des stars, mais qui, ce jour-là, sentait que quelque chose de différent flottait dans l'air, quelque chose de plus profond qu'une simple promotion d'album ou un bilan de carrière. La pièce sentait le café froid, l'encre fraîche des épreuves corrigées, et ce parfum discret de vieux papier qui colle aux rédactions depuis des décennies, un mélange de tabac éteint et de secrets mal gardés. Dehors, les klaxons hurlaient comme des amplis saturés, les sirènes de police lointaines se mêlaient au grondement des bus, mais dedans, le silence était si dense, si palpable, qu'on aurait pu l'entendre respirer. Ce silence qui avait été l'armure de David pendant cette longue année, son bouclier contre les flashs, les micros tendus, les questions indiscrètes, les titres racoleurs. Le journaliste posa son stylo, ajusta ses lunettes, et posa la question qu'il avait évitée pendant tout ce temps, la question que la France entière murmurait dans les salons, les bistrots, les fils Instagram, les groupes WhatsApp familiaux, la question qui pesait comme une note grave sur une basse Fender, une note qui vibre encore longtemps après avoir été jouée. David baissa les yeux. Un battement de cœur. 2. Le temps s'étira, suspendu, comme avant un solo de guitare qui va tout faire exploser, comme avant le moment où le rideau tombe et que la vérité nue apparaît enfin. Puis, d'une voix calme, presque un murmure, un souffle qui portait pourtant le poids de toute une vie, de toutes les nuits passées à composer dans l'ombre, de tous les regards qu'il avait suivis depuis l'enfance, il lâcha 6 mots qui firent trembler la France plus fort que n'importe quel solo de guitare de Johnny, plus fort que je t'aime hurler au Stade de France, plus fort que les accords enflammés de Allumer le feu sous les projecteurs. Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. Pas de cris, pas de larmes qui coulent sur les joues, pas de poings serrés sur la table, pas de voix qui monte dans les aigus. Juste une vérité nue, brute, comme une note tenue trop longtemps sur une Fender usée, vibrante, qui résonne dans le vide et refuse de s'éteindre, qui s'infiltre dans chaque recoin de la pièce, dans chaque fibre du journaliste, dans chaque caméra cachée qui tournait peut-être en secret. Le lendemain matin, les kiosques explosaient littéralement. Les unes des journaux s'arrachaient comme des billets pour un concert sold-out, les sites d'information plantaient sous le poids des clics, les réseaux sociaux brûlaient d'un feu que même les serveurs de X n'arrivaient plus à contenir. Les hashtags David Hallyday, Laetitia, Johnny Eternal se hissaient en trending mondial en moins de 2 heures. Les fans se divisaient en 2 camps comme lors d'un concert où la moitié du public veut du rock pur, brut, sans concession, et l'autre des ballades douces, nostalgiques, apaisantes. Pour certains, David était amer, un fils aigri par l'argent, par la perte, par le temps qui passe et efface tout. Pour d'autres, il était courageux, le dernier rempart d'une mémoire pure, le gardien d'un héritage qui n'appartenait pas qu'à une femme, mais à une nation entière. Mais pour ceux qui le connaissaient vraiment, pour ses amis d'enfance, pour ses musiciens de studio, pour sa femme Alexandra qui l'attendait dans le sud avec un thé chaud et un regard compréhensif, ce n'était pas de la vengeance. C'était une délivrance. Une note enfin jouée après des années de retenue, une corde enfin lâchée après avoir été tendue à l'extrême. Retour à l'origine, à ce moment précis où tout a commencé, bien avant les tribunaux, bien avant les testaments, bien avant les flashs et les larmes. Août 1966. Boulogne-Billancourt, une banlieue parisienne encore marquée par l'après-guerre, où les immeubles gris se dressent comme des amplis empilés, où l'air sent le bitume chaud et les rêves d'Amérique. David Michel Benjamin Smet naît dans l'ombre de 2 géants, 2 étoiles qui brillent si fort qu'elles éclipsent tout le reste.
Son père, Johnny Hallyday, n'est déjà plus Jean-Philippe Smet, le gamin de la rue, mais le roi du rock, adulé, intouchable, une tornade de cuir noir, de sueur et de cris qui remplit les salles, qui fait hurler les adolescentes, qui incarne la rébellion française face à l'Amérique d'Elvis et de James Dean. Sa mère, Sylvie Vartan, est la pop star radieuse, la yéyé girl aux yeux de biche, reine des classements avec la plus belle pour aller danser, des plateaux télé où elle danse en robe courte, des couvertures de magazines où elle sourit comme si le monde lui appartenait. Ensemble, ils forment le couple d'or de la France des années 60, un fantasme d'amour, de glamour, de rébellion contrôlée, un conte de fait rock'n'roll qui captive toute une génération, qui fait rêver les ouvriers comme les bourgeois, qui vend des disques par millions. Et au centre de ce tourbillon, de ce maelstrom de flash, de cris, de contrats, de tournées, se tient un petit garçon aux cheveux blonds, aux yeux curieux, qui n'a jamais demandé les projecteurs, qui n'a jamais demandé d'être le fils d'eux, qui n'a jamais demandé que son premier pas soit photographié, que son premier mot soit commenté, que sa première larme soit une de Paris Match. Quand Johnny et Sylvie divorcent en 1980, David a 6 ans. 6 ans, l'âge où d'autres enfants apprennent à faire du vélo dans la cour de l'immeuble, où ils collectionnent les billes ou les cartes Panini. Pour David, ce qui suit n'est pas une enfance ordinaire, mais un exil perpétuel, un va-et-vient entre deux mondes qui ne se comprennent pas vraiment. Paris un jour, avec ses boulevards gris, ses écoles privées, ses grands-parents qui tentent de remplacer l'absence par des gâteaux et des histoires. Los Angeles le suivant, une ville qui sent la guitare électrique, l'essence des grosses cylindrées, le chlore des piscines infinies, où il étudie au lycée français sous les palmiers, où il apprend l'anglais avec l'accent californien, où il découvre que le rock n'est pas qu'un bruit, mais une langue, une respiration, une façon d'être. Tandis que ses parents tournent, Johnny sur les routes de France avec ses Harley et ses groupies, Sylvie sur les plateaux japonais ou les scènes de Las Vegas, David trouve refuge dans le rythme des percussions, dans la solitude de la composition, dans les écouteurs où il découvre Hendrix, les Beatles, les Stones, mais aussi les silences entre les notes, ces espaces vides où l'on peut enfin respirer. La scène appartient à Johnny, avec ses lumières blanches, ses foules en délire, ses solos qui durent 10 minutes. Le silence appartient à David, ce silence qu'il cultive comme un jardin secret, ce silence qui devient sa force, son identité, son refuge. À Los Angeles, loin des regards français, il absorbe la discipline du rock sans le chaos qui consume son père. Johnny brûle la vie par les deux bouts, coke, whisky, nuit blanche, accident de voiture, mariage éclair. David, lui, apprend la rigueur. Il joue de la batterie dans des garages transformés en studio, répète des heures durant jusqu'à ce que ses poignets saignent, écoute les producteurs américains qui lui disent que le timing, c'est tout, que la note juste au bon moment vaut plus que 1000 improvisations. À la fin de son adolescence, il écrit des chansons en anglais, des textes qui parlent de liberté, de routes infinies, de cœurs brisés, mais surtout de lui-même, de ce qu'il ressent quand il ferme les yeux et que le monde disparaît. Il rêve d'être connu comme David Hallyday, pas comme le fils de Johnny, pas comme le petit prince du rock français exilé en Californie. Ce rêve devient réalité en 1988 avec la sortie de True Cool. L'album est fluide, mélodique, profondément personnel, un mélange de pop-rock californien et de sensibilité française, une déclaration d'indépendance écrite en accords majeurs et mineurs. Le disque explose en France et en Belgique, se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, passe en boucle sur Énergie, fait danser les adolescents dans les booms du samedi soir. Les critiques parlent d'un nouveau souffle, d'un héritier qui n'imite pas mais qui crée. 2 ans plus tard, Rock'n'At arrive, plus affirmé, plus électrique, preuve que le jeune homme possède à la fois le feu de son père et la sensibilité de sa mère, mais qu'il a su en faire quelque chose de nouveau, de personnel, de vrai. Mais David est différent. Là où Johnny rugit comme un lion en cage, hurle Gabriel jusqu'à s'en déchirer la gorge, David murmure, glisse des émotions dans les interstices, dans les silences entre les couplets. Là où Johnny brûle la nuit dans les casinos de Las Vegas, les fêtes jusqu'au lever du soleil, David cherche le sens, la profondeur, la vérité dans chaque parole. Il écrit ses propres textes, souvent sur la famille, la distance, le manque, des thèmes qui trahissent le poids émotionnel de la gloire parentale, ce fardeau invisible qu'il porte depuis l'enfance, ce sentiment d'être toujours un peu à côté, un peu en retrait, un peu l'ombre d'une lumière trop vive. Durant les années 90, tandis que Johnny remplit les stades, le Stade de France, Bercy, les Zéniths à guichets fermés, David construit tranquillement une carrière marquée par l'honnêteté et la retenue. Il sort album après album, High, In the Air, des tournées plus modestes mais fidèles, des fans qui le suivent pour sa voix, pour ses textes, pas pour son nom. En 1999, Un paradis, Un enfer remporte la victoire de la musique du meilleur album pop-rock, un moment solennel sous les lumières du Zénith, où il monte sur scène, remercie sobrement, sans larmes, sans discours fleuve, un moment qui sépare enfin l'homme du mythe, qui dit au monde voilà David, pas le fils d'eux, pas l'héritier, mais l'artiste. Pourtant,
La célébrité n'efface jamais la blessure invisible d'avoir grandi sous les projecteurs. Derrière ses yeux calmes, derrière son sourire discret, se cache un enfant qui a passé des années à observer l'amour, la trahison, la séparation s'étaler à la une des magazines, dans les émissions de télé, dans les conversations des adultes qui chuchotaient en le regardant. Il a vu son père épouser Nathalie Baye, puis Adeline, puis Laetitia, chaque fois avec la même passion dévorante, chaque fois avec le même chaos. Il a vu sa mère se reconstruire, trouver l'amour ailleurs, mais toujours avec cette aura de star qui ne s'éteint jamais. Cette force tranquille devient son armure, son bouclier contre le monde. Malgré le succès, il ne perd jamais sa maîtrise de lui-même, même lorsque la vie de son père se déroule comme un film à grand spectacle, un film dont il n'a jamais voulu être l'acteur principal, même lorsqu'on lui demande sans cesse « Et Johnny, il va bien? Et ton père, il pense quoi de ton album? Et la famille, ça va ?» Il répond poliment, change de sujet, retourne à sa guitare. En 1989, il épouse Estelle Lefébure, un mannequin français dont la grâce égale son charisme tranquille, une beauté blonde aux yeux verts qui semble sortie d'un clip des années 80. Ils forment l'un des couples les plus photographiés de France, beau, jeune, apparemment intouchable, souriant sur les couvertures de Elle, Gala, Paris Match. Ensemble, ils ont 2 filles, Ilona en 1995, Emma en 1997, cette dernière suivant plus tard les traces artistiques de son père en devenant actrice, jouant dans des séries, posant pour des magazines. Mais derrière le glamour, derrière les flashs des photographes sur la croisette, David cherche encore l'équilibre. Il aime profondément, mais craint le même chaos qui a détruit le mariage de ses parents, les disputes, les absences, les promesses non tenues. Après des années d'efforts, le couple se sépare à la fin des années 90, une séparation discrète, sans scandale, sans guerre médiatique, juste 2 personnes qui reconnaissent que l'amour, parfois, ne suffit pas. La musique devient sa thérapie. Il compose des bandes originales pour des films, écrit pour d'autres artistes, collabore avec des producteurs américains, français, belges. Il entre même dans le monde du sport automobile, participe aux 24 heures du Mans en 2003, pilote une Porsche à plus de 300 km/h sur le circuit de la Sarthe, sans le vrombissement du moteur dans sa poitrine, le danger qui efface tout le reste. Pour certains, cela ressemble à une fuite, une façon d'échapper à la musique, à la famille, au nom. Pour lui, c'est la liberté, un contrôle total dans une vie façonnée par tout ce qui lui échappe, la célébrité, le sang, l'héritage. Au début des années 2000, David rencontre Alexandra Pastor, héritière d'une des familles immobilières les plus riches de Monaco, une femme brune, élégante, discrète, qui n'a pas besoin des projecteurs pour exister. Là où Estelle incarnait le glamour des podiums, des flashs, des soirées parisiennes, Alexandra représente la sérénité, la stabilité, un amour sans éclat mais profond. Ils se marient en 2004 dans l'intimité, loin des caméras, accueillent peu après un fils, Cameron, un garçon aux yeux clairs qui grandira entre la musique et les livres, entre Paris et le sud de la France. Leur maison dans les collines de Provence devient un sanctuaire, un monde de musique, de famille, de discipline tranquille, avec un studio d'enregistrement au sous-sol, une piscine où les enfants barbotent l'été, un jardin où David plante des oliviers et des lavandes. Pendant que Johnny continue à vivre comme un dieu du rock, se mariant encore et encore, remplissant les stades jusqu'à 70 ans passés, David se concentre sur l'introspection, sur les albums qui sortent tous les 3, 4 ans, sur les tournées modestes mais sincères. Les interviews de cette époque révèlent un homme à la fois fier et méfiant de son héritage. « Mon père vivait à toute vitesse », dit-il un jour à un journaliste de rock et folk, assis sur un tabouret de studio, une guitare acoustique sur les genoux. « Moi, j'ai besoin de silence pour me trouver. » Il ne se rebelle pas contre Johnny. Il apprend à exister sans rivaliser avec lui, sans chercher à remplir les mêmes salles, à provoquer les mêmes cris. Chaque album sorti durant ces années, de Révélation à un paradis, un enfer, contient des fragments de réconciliation, des messages inavoués entre un père et un fils qui se disent rarement ce qu'ils ressentent vraiment, des paroles comme « je t'ai cherché dans le vent où tu es là », même quand tu n'es plus, des ponts jetés au-dessus du vide. Au milieu des années 2010, David pense avoir trouvé la paix. Ses parents vieillissent, Johnny ralentit enfin, Sylvie profite de sa retraite dorée entre Paris et Los Angeles, ses propres enfants sont grands, Ilona étudie le design, Emma tourne ses premiers films, Cameron découvre la guitare. Son mariage avec Alexandra est stable, solide, un rock dans la tempête. Il a bâti une fortune personnelle d'environ 15 millions d'euros, indépendante de l'empire paternel, grâce à ses albums, ses royalties, ses investissements discrets dans l'immobilier et la production musicale. Il n'a plus besoin du nom de famille pour exister, pour payer ses factures, pour dormir la nuit. Il sort des albums comme Le temps d'une vie en 2016, des chansons introspectives sur le temps qui passe, sur l'amour qui reste, sur la musique qui sauve. Il donne des concerts dans des salles de 2000 places, pas des stades, mais des salles pleines, des fans qui chantent ses refrains, qui connaissent ses textes par cœur.
Il pense que la tempête est derrière lui, que le chaos familial appartient au passé, que le silence qu'il a cultivé pendant tant d'années est enfin une force, pas une faiblesse. Mais le destin aime tester la paix. Et pour David Hallyday, l'épreuve arrive un matin froid de décembre 2017, quand le téléphone sonne depuis Marne-la-Coquette, cette villa blanche perchée sur les collines, avec ses palmiers et ses souvenirs. La voix à l'autre bout du fil est tremblante. Johnny n'est plus. À 74 ans, terrassé par un cancer du poumon qu'il avait combattu en secret, avec cette rage qu'il avait toujours animée, cette rage de vivre, de chanter, de brûler la chandelle par les deux bouts jusqu'à la dernière goutte. La France s'immobilise. Les chaînes de télé interrompent leurs programmes. Les radios passent Que je t'aime en boucle. Les foules se rassemblèrent en silence devant la Madeleine, des bougies sont allumées à travers Paris, Lyon, Marseille, des fans pleurent dans les rues comme s'ils avaient perdu un père, un frère, un dieu. Pour des millions de personnes, ce n'est pas seulement un artiste qui s'éteint, c'est une part de l'identité nationale, le symbole d'une France qui rêvait d'Amérique, qui voulait du cuir, du feu, de la liberté. Mais pour la famille, le deuil n'est que le début de quelque chose de bien plus sombre, de bien plus douloureux, de bien plus public. Quelques semaines après les funérailles grandioses à l'église de la Madeleine, où des milliers de motards ont escorté le cercueil sous un soleil d'hiver, après l'enterrement à Saint-Barthélemy sous les cocotiers, avec les discours, les larmes, les caméras du monde entier, les fissures commencent à apparaître dans l'image parfaite de l'unité familiale. En coulisses, des rumeurs circulent, d'abord chuchotées entre avocats, puis amplifiées par les journalistes, puis hurlées dans les titres. En février 2018, Laura Smet, la fille aînée de Johnny et Nathalie Baye, publie une lettre ouverte bouleversante adressée à son père défunt. « J'ai appris il y a quelques jours que tu avais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi », écrit-elle, la voix brisée, les yeux rougis, dans une vidéo postée sur Instagram qui fait le tour du monde en quelques minutes. « Il est insupportable que je n'ai pas pu te dire au revoir, papa. Le savais-tu seulement ?» Ces mots transpercent la France comme une lame, comme un solo de guitare qui déchire le silence. En quelques jours, les avocats confirment ce que personne ne veut croire. La succession de Johnny, estimée à près de 100 millions d'euros villa, royalties, voitures de collection, droits sur le nom, sur les chansons, sur l'image a été entièrement léguée à sa veuve Laetitia et à leurs deux filles adoptives, Jade et Joy. Le testament, signé selon la loi californienne, où Johnny avait vécu de longues années, ne laisse rien à David, rien à Laura, pas un centime, pas une guitare, pas une photo. Pour le public français, ce n'est pas seulement une question juridique, c'est une question morale, une question d'âme. En France, la loi est claire, les enfants ne peuvent être déshérités. Ils ont droit à une part réservataire, une part intangible de l'héritage parental, un droit sacré, ancré dans le Code civil depuis Napoléon. Mais aux États-Unis, en Californie, où Johnny avait sa résidence secondaire, où il avait signé ce testament devant notaire, il avait le droit de tout léguer à une seule personne, à sa dernière épouse, à ses dernières volontés. Cette révélation provoque une tempête médiatique qui déchire la famille Hallyday sous les yeux du monde entier. Un spectacle qui dure des années, qui remplit les pages des magazines, qui alimente les débats télévisés, qui divise les fans en clans irréconciliables. Laetitia rompt bientôt le silence, apparaissant à la télé, les yeux rougis, la voix tremblante, dans une interview accordée à TF1. « On me vole mon deuil », confie-t-elle, assise sur un canapé blanc, entourée de photos de Johnny. Johnny a pris ses propres décisions. David et Laura avaient déjà construit leur vie. Ces paroles, censées la défendre, ne font qu'approfondir le fossé, qu'attiser la colère, qu'alimenter les commentaires haineux sur les réseaux. Pour David, la blessure n'est pas une question d'argent, même 600 millions d'euros, c'est une somme qui fait tourner la tête. C'est une question de dignité, de respect, d'amour filial. Apprendre par les journaux, par Closer, par Voici, par un communiqué de presse, que le testament de son père l'efface complètement, qu'il n'existe plus aux yeux de la loi, qu'il n'est plus un fils, juste un souvenir effacé, c'est une humiliation qu'il n'oubliera jamais, une douleur qui s'ajoute à toutes les autres, une douleur qui le ronge en silence. Pourtant, fidèle à sa nature, il ne s'emporte pas en public. Il ne donne pas d'interviews rageuses, ne poste pas de lettres ouvertes, ne pleure pas devant les caméras. Ce n'est pas une question d'héritage, confie-t-il à des amis proches, dans le secret de sa maison provençale, une bière à la main, le regard perdu dans le jardin. C'est une question de respect. À Los Angeles, où il passe encore beaucoup de temps, la famille qui s'était autrefois réunie autour du lit d'hôpital de Johnny ne communique plus que par avocat, par courrier recommandé, par assignation. Ce qui avait commencé comme un deuil, comme un hommage, comme un adieu national, se transforme en guerre froide faite d'interviews, d'accusations, de fuites dans la presse. Les fans prennent parti. Les médias parlent de la guerre des clans, du clan Laetitia contre le clan des aînés, de Jade et Joy, adolescentes perdues dans le tourbillon, contre David et Laura, adultes accomplis mais blessés. Et au centre de tout cela se tient David,
calme, digne, silencieux, un fils qui a perdu non seulement son père, mais la dernière trace de paix que sa famille ait jamais connue, un fils qui regarde le chaos sans y participer, qui observe sans juger, qui attend que la tempête passe. Au début de l'année 2018, la salle d'audience devient la nouvelle scène du non Hallyday. Ce qui avait l'autrefois été des concerts, des applaudissements, des lumières blanches et des foules en délire se transforme en audience froide, déclaration sous serment, accusation voilée. L'affaire est simple sur le plan juridique, mais insupportable sur le plan émotionnel. Le testament américain de Johnny, rédigé à Los Angeles, lègue tous les maisons, les royalties, les voitures, le droit sur son nom, sur son image, sur ses chansons, à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives. En France, cela paraît impensable, immoral, illégal. En mars, David et Laura déposent conjointement une plainte pour contester le testament selon la loi française, déclenchant l'une des querelles familiales les plus médiatisées de la France moderne, une saga qui durera des années, qui coûtera des millions en honoraires d'avocats, qui remplira des milliers de pages de journaux. Laetitia se présente comme la gardienne des volontés de Johnny, affirmant que son mari avait agi par amour, non par exclusion. Johnny croyait avoir déjà pourvu aux besoins de ses enfants aînés, déclare-t-elle aux journalistes de Paris Match, posant dans la villa de Marne-la-Coquette, entourée des guitares de Johnny, des photos de famille. David est un artiste accompli. Laura est une actrice. Il n'avait pas besoin de sa protection. Mais pour les millions de Français qui avaient suivi la vie de Johnny pendant 6 décennies, qui avaient grandi avec Retiens la nuit, qui avaient pleuré sur quelque chose de Tennessee, ces paroles sonnent froidement, comme une note fausse dans un solo parfait. Comment un père pouvait-il effacer ses propres enfants de son héritage? Comment pouvait-il choisir ses dernières volontés au détriment de ses premiers amours? Le public français prend parti. Les tabloïds transforment chaque détail en scandale, une photo de Laetitia en bikini à Saint-Barth, un tweet de Laura, une interview de Sylvie Vartan qui reste discrète mais laisse percer la douleur. Derrière les gros titres, David Hallyday reste silencieux. Un homme élevé dans le chaos qui refuse de l'alimenter, qui refuse de jouer le jeu médiatique, qui refuse de devenir un personnage de télé-réalité. En privé, pourtant, son silence n'est pas la paix, c'est la douleur. Le testament a fait bien plus que diviser l'argent. Il a rouvert la plaie du divorce de ses parents, la solitude de l'enfance, le sentiment d'être un invité dans sa propre histoire familiale, un figurant dans le film de la vie de Johnny. Tout au long de 2018 et 2019, les avocats débattent pour savoir si le centre de vie de Johnny se trouvait en France ou aux États-Unis, un détail juridique qui déterminerait quelle loi s'appliquerait, qui déterminerait si David et Laura auraient droit à leur part réservataire ou si Laetitia garderait tout. Les enjeux sont immenses, non seulement l'argent, mais aussi le droit moral de décider comment la mémoire de Johnny serait préservée, qui pourrait utiliser son image, qui pourrait sortir des albums posthumes, qui pourrait organiser des hommages. Les tribunaux français gèlent les avoirs de Johnny, de la villa de Marne-la-Coquette avec ses piscines et ses souvenirs, à la propriété de Saint-Barthélemy avec ses plages privées et ses couchers de soleil. Pendant des années, rien ne peut être vendu, rien ne peut bouger, rien ne peut avancer. Pendant ce temps, la famille se fracture irrémédiablement, les ponts sont coupés, les numéros de téléphone bloqués, les messages ignorés. Laura donne des interviews émouvantes, décrivant son chagrin, ses souvenirs d'enfance avec son père, ses larmes sur les plateaux de C'est à vous ou de Quotidien. Laetitia accuse la presse de la crucifier, de l'attaquer parce qu'elle est une femme, une belle-mère, une étrangère dans le clan. On m'attaque parce que je suis une femme, dit-elle, la voix brisée, dans une interview à 7 à 8. David, le plus silencieux de tous, se retire de la vie publique. Il apparaît rarement à la télévision, refuse les plateaux, refuse de prononcer le nom de Laetitia en public. À ses amis, il confie que le conflit n'est pas une question de richesse, mais de vérité, de respect, d'amour filial. En 2020, la lassitude remplace la colère. La pandémie de Covid suspend les audiences, fige le monde entier, et même le deuil semble figé dans le temps, suspendu entre deux mondes. Les tribunaux ferment, les avocats travaillent à distance, les familles se déchirent par Zoom. Puis, en juillet 2020, un petit miracle se produit. Les avocats de Laetitia annoncent un accord définitif avec les enfants de Johnny. Après 2 ans et demi de bataille, la guerre est enfin terminée, du moins sur le papier. Selon cet accord, Laetitia conserve les propriétés de Johnny, estimées entre 28 et 34 millions d'euros, mais elle hérite aussi de ses dettes fiscales massives, environ 30 millions d'euros, un fardeau qui pèsera lourd sur ses épaules. Laura reçoit 2,6 millions d'euros et les droits sur la chanson Laura. Ce tube écrit par Johnny pour sa fille, ce morceau qui parle d'amour paternel, de promesses, de regrets. David, fidèle à sa nature, ne demande rien de plus que la paix. S'exprimant sur RTL, dans une interview rare, la voix calme, il déclare simplement Dieu merci, c'est fini. Tout cela appartient désormais au passé. Les gens ont des problèmes plus importants à affronter. Ils ne célèbrent pas,
il n'accuse pas, il ne pose pas en vainqueur. Il est soulagé, mais sous ce soulagement se cache l'épuisement silencieux d'un homme qui a passé des années à se battre pour une reconnaissance qu'un père disparu ne peut plus lui offrir. Les tribunaux lui ont donné une conclusion, mais pas la guérison, pas la paix intérieure, pas le sentiment que tout est réglé. Les années suivantes apportent un calme fragile, une accalmie après la tempête. David Hallyday se retire des projecteurs, se consacre à la musique, à la famille, au silence qu'il a toujours chéri. Tandis que d'autres exploitent l'héritage de Johnny à travers des documentaires sur Netflix, des expositions au musée Grévin, des projets de musée à Toulouse ou à Paris, des albums posthumes avec des duos virtuels, David choisit de garder ses distances. « Je fais ma propre musique », déclare-t-il à RTL en 2022, assis dans son studio provençal, une guitare acoustique sur les genoux, le regard fixé sur l'horizon. Pas celle des tribunaux, pas celle des avocats, pas celle des magazines. Pour lui, l'héritage n'est pas une affaire commerciale, un business à exploiter, un nom à monnayer. C'est un fardeau qu'il a appris à porter avec une dignité silencieuse, une croix qu'il porte sans se plaindre, sans en faire un spectacle. En 2024, l'impossible commence à changer. Après près de 7 années de ressentiment, de silence radio, de regards fuyés, Laetitia et David se remettent à communiquer, non plus comme des ennemis jurés, mais comme deux êtres liés par le même fantôme, par le même amour pour un homme qui n'est plus là. Ils commencent à discuter des droits moraux de Johnny, ses autorisations légales qui régissent l'usage de son image, de ses chansons, de sa voix, de son nom. À la surprise générale, les échanges sont respectueux, professionnels, presque cordiaux. Dans une interview accordée aux Parisiens en avril 2024, David confirme, la voix posée, un léger sourire au coin des lèvres, nous faisons les choses dans les règles. C'est formidable que cela se passe ainsi. Nous communiquons sur les questions de droit pour que tout le monde soit d'accord. Il aurait été déplacé qu'elle refuse. Ces mots sont modestes mais monumentaux, un signe que la querelle qui avait jadis déchiré la France en deux, qui avait rempli les tribunaux, les plateaux télé, les réseaux sociaux, pouvait enfin se refermer, comme une cicatrice qui pâlit avec le temps. À la même période, Laetitia publie des photos sur Instagram pour célébrer le 20e anniversaire de sa fille Jade. Parmi les images de famille, de gâteaux, de ballons, d'amis réunis à Saint-Barth, une photo stupéfie les fans, fait le tour des réseaux en quelques minutes. Un rare cliché où figure David, souriant, détendu, aux côtés de Jade et Joy. C'était subtil mais clair. La guerre froide était en train de fondre, lentement, comme la neige au printemps provençal. Pourtant, derrière cette apparente réconciliation, une fracture profonde persistait, une blessure qui ne cicatrise pas avec des photos ou des accords juridiques. Car en 2009, quand Johnny était tombé dans le coma après une opération ratée à Los Angeles, Laetitia avait autorisé les photographes à entrer dans l'hôpital, à prendre des images de l'icône inconsciente, intubée, vulnérable. Ces photos avaient fait le tour du monde, vendues à prix d'or, transformant un drame humain en spectacle médiatique. Pour David, ce moment avait été le point de rupture. « J'ai perdu mon père 2 fois, confia-t-il plus tard, la voix tremblante pour la première fois, une fois en 2009, quand on l'a exposé comme un animal de zoo, et une fois en 2017, quand il est vraiment parti. Cette trahison, plus que l'argent, plus que le testament, était la pierre angulaire de son refus de pardonner. Le 10 janvier 2025, dans les pages du Figaro Magazine, David Hallyday pose enfin les mots sur cette douleur ancienne. « Non, je ne pardonnerai jamais », dit-il, les yeux dans le vague, la voix basse mais ferme. Ce n'était pas une déclaration de guerre, mais une confession, un exorcisme. Le soir même, sur RTL, assis aux côtés d'Alexandra dans leur maison du sud de la France, il répète calmement ces mots, entourés de guitares, de photos de famille, de souvenirs qui n'appartiennent qu'à lui. Les débats télévisés s'enflamment, les experts psychanalysent, les fans pleurent ou applaudissent. Mais David, lui, retourne à son piano, compose un nouvel album, des chansons sombres, introspectives, où le pardon n'est pas une option, mais où la survie l'est. Car pardonner n'est pas un devoir, c'est un choix. Et David choisit de vivre avec sa vérité, de porter sa douleur comme il porte sa guitare, en silence, en musique, en dignité. Qu'en pensez-vous ? David a-t-il raison de parler enfin, ou le pardon aurait-il été le dernier acte d'amour envers son père ? Dites-le moi en commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires vraies qui secouent la France.